La question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'assure d'innover pour créer un produit qui reste vraiment sophistiqué, mais qui reste simple d'utilisation. Je vous disais qu'aujourd'hui on se rencontre, évidemment on se parle toute l'année. Dans ces discussions qu'on a, vous nous partagez beaucoup de choses, des objectifs business, des besoins, des attentes que vous avez pour vos propres orgas ou pour nous. Et on a essayé ces dernières années de synthétiser un peu tous ces signaux dans 5 grands challenges qui émergent, qui se renforcent, je dirais. Ce qu'on note, ce que vous nous dites, c'est que vous avez besoin d'abord d'activer votre data. Il y a des gros chantiers de transformation digitale qui ont été faits sur les data warehouses, on l'a montré. Votre boîte aujourd'hui est certainement équipée peut-être de Snowflake, peut-être de BigQuery, peut-être d'autres outils de ce genre, ou alors vous êtes peut-être encore dans ces transformations-là. L'objectif initial, c'était d'abord de centraliser votre donnée client, votre donnée métier, et évidemment de pouvoir nourrir les outils que vous utilisez. Mais c'est pas toujours ce qui s'est passé. Donc, ces chantiers sont peut-être déjà complexes, peut-être encore en cours, et puis si vous l'avez centralisé, peut-être que vous avez encore du mal à pouvoir bénéficier de tout l'impact de cette donnée-là. Parfois, ces chantiers de transfo digital, ils ont été accompagnés de chantiers CDP qui ont peut-être accompagné cet exercice de centralisation de la donnée. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est que vous avez besoin de plus exploiter, et ça, vous nous le dites assez souvent. Vous nous dites aussi que vous avez besoin de conduire plus d'expérimentation. Évidemment, ça veut dire déployer plus de scénarios, mais surtout plus rapidement, sans engager trop de ressources. Si le temps entre l'idée de faire quelque chose et la réalité de ça sur le terrain est long, engage beaucoup de ressources, peut-être que vous allez y réfléchir à 2 fois. Ou alors, évidemment, le coût de chaque expérimentation devient très élevé et ça freine un peu, on va dire, l'innovation des équipes. Donc comment est-ce que, évidemment, vous arrivez à expérimenter plus ? Il y a un gros sujet, évidemment, autour de la personnalisation. Il est essentiel aujourd'hui d'individualiser les communications, on le sait, vous le savez. Sur le terrain, dans les faits, c'est pas toujours ce qui se passe. Et c'est parfois frustrant de ne pas pouvoir plus individualiser ces communications, que ce soit dans le contenu du message ou dans le ciblage. Vous avez besoin d'automatiser. Automatiser, ça veut dire évidemment faire scaler ce qui marche bien. Si vous avez expérimenté, que vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne, vous devez être capable de le mettre en mode automatique, en pilotage automatique le plus rapidement possible, pour vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, ce serait d'aller optimiser des choses qui marchent moins bien ou de tester des choses nouvelles, on l'a dit tout à l'heure. Et cette automatisation, elle doit être à votre main. Et puis enfin, vous avez besoin de collaborer. On l'a vu tout à l'heure, beaucoup de ces chantiers-là tournent autour des relations que vont avoir d'un côté des équipes CRM et marketing et de l'autre des équipes data et tech. Il faut que ces relations elles fonctionnent bien, que ces équipes se comprennent, qu'elles se servent l'une et l'autre. Le problème qui semble émerger, que vous nous dites, c'est souvent ce qu'on va appeler, nous, les CRM legacy. Simon a parlé ce matin de CRM traditionnels, qui, à nos yeux, et dans votre bouche, représente souvent un frein face à ces challenges. Un CRM legacy, on pourrait dire que c'est un ERP, qui est plutôt pensé, évidemment, pour des finalités marketing. C'est des produits, généralement, qui sont nés dans les années 2000. Les 2 gros américains auxquels je pense, c'est 2000-2001. Et on va dire qu'ils ont 3 points communs. Le premier, souvent, c'est qu'ils sont assez complexes à paramétrer et à utiliser. La puissance, elle vient aussi avec ça, parfois, en tout cas dans le passé. Certains d'entre vous n'utilisent même pas d'interface web pour utiliser ces produits. Souvent, c'est un client Windows. Quand c'est des interfaces web, c'est des interfaces qui sont compliquées à utiliser. Beaucoup de paramètres veut dire beaucoup de complexité. Parfois, pour faire ce que vous avez envie de faire, vous avez besoin d'écrire du SQL pour faire des ciblages, par exemple. Et ça implique certainement, souvent, de devoir faire appel aux équipes tech, à des intégrateurs externes, qui peut-être pourraient se concentrer à apporter plus de valeur ajoutée, plutôt que de ne pas permettre aux marketeurs d'opérer ces outils directement. La deuxième limite, c'est les bases de données qu'utilisent ces produits. C'est simple, elles utilisent des bases de données qui étaient disponibles à l'époque où elles sont nées. Dans les années 2000, les bases de données, elles n'étaient pas big data, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Elles étaient faiblement distribuées, elles n'étaient absolument pas temps réel. Et donc ça impliquait que pour faire les choses, on avait accès à moins de données. On va parler tout à l'heure de données comportementales. Évidemment, s'il faut stocker tout un historique de vie client, il faut les bases de données adaptées. S'il faut faire du temps réel, il faut une base de données qui est capable de réagir en temps réel, il faut pas faire des pré-calculs, j'entends souvent le terme calcul de segments. Évidemment, ça fait souvent des traitements qui sont synchrones et pas asynchrones, donc ça fait des goulots d'étranglement. Et le dernier point, c'est qu'évidemment, souvent, elles ne supportent pas ou très peu les canaux mobiles. Là aussi, pour une raison très simple, c'est que les applications, vous savez que les smartphones, c'est à la fin des années 2000, je crois, c'est 2009, 2008-2009. Donc évidemment, ces outils-là, on a eu plus de mal à prendre ce virage-là, permettant à une autre génération d'outils d'arriver. Ces 3 limites que j'évoque, c'est, on pourrait dire, des limites un peu originelles. Elles vont créer des silos, elles vont limiter votre autonomie. À l'inverse, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées. Donc on l'a dit, le mobile a dépassé le desktop. Il y a de nouvelles bases de données qui ont émergé. Donc clairement, une nouvelle génération d'outils était nécessaire pour y arriver. Chez Batch, on porte une vision depuis 2015 qui est globalement la même, qui est d'essayer de vous offrir des outils qui vous rendent plus autonome. Tous les challenges qu'on a évoqués, c'est des challenges d'autonomie en fait. De l'autonomie pour activer la data, on l'a dit, l'autonomie elle rend plus créatif. Vos organes marketing, on a dit, ils ont besoin d'innover, d'itérer vite, et c'est ça l'autonomie qu'elle permet. Puis enfin, l'autonomie c'est aussi une collaboration qui va être plus fluide entre les équipes tech et les équipes marketing, que les équipes tech puissent se concentrer sur des choses peut-être à plus forte valeur ajoutée que juste déplacer de la donnée d'un point A à un point B. Comment on sert cette vision chez Batch ? C'est ce qu'on appelle la Customer Engagement Platform. C'est le produit qu'on construit et qui repose sur 3 piliers. D'abord, une plateforme de données. Certains d'entre vous la connaissent. C'est un référentiel client unique qui centralise, on va dire, toute la data client, qui sont les gens et qu'est-ce qu'ils ont fait, donc leur comportement. On a fait des choix techno forts, je ne reviens pas là-dessus, mais cette plateforme de données chez Batch, aujourd'hui, elle traite environ 120 milliards de requêtes tous les mois et elle capte le trafic des plus grandes marques françaises et européennes B2C. C'est une plateforme d'engagement aussi. C'est une sorte d'atelier. En gros, vous allez pouvoir inventer des cycles de vie clients assez avancés. Vous y retrouvez beaucoup de choses. On est assez connu pour notre moteur de ciblage qui est temps réel,
l'automation builder et toutes les capacités de gestion de la pression, par exemple. Et puis la plateforme de delivery, c'est vraiment le guichet unique aux canaux de communication. Ils sont tous natifs, internalisés dans Batch. Que ce soit les composers pour les rédiger, le moteur de personnalisation, la brique de delivery et la brique pour les analyser. On essaye d'innover constamment sur tous ces piliers-là. La question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'assure d'innover pour créer un produit qui reste vraiment sophistiqué, mais qui reste simple d'utilisation. Parce qu'évidemment, si on empile des choses constamment, on risque de réduire en gros cette simplicité d'utilisation et donc de limiter votre autonomie. On a un process pour construire Batch qui est relativement simple et en tout cas qui est éprouvé chez nous. D'abord, c'est une grosse équipe. C'est quasiment la moitié de la boîte aujourd'hui qui est dédiée à construire ce produit-là. Il y a aussi une méthodologie, on va dire, de priorisation. Comment est-ce qu'en gros, on arrive à déterminer quoi faire ? Ça paraît simple. Vous verrez tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont demandées. Nous, on a besoin de trouver le dénominateur commun entre plusieurs besoins de clients qui sont différents et puis surtout déterminer la criticité des use cases. Qu'est-ce qui est vraiment immédiat ? Donc déterminer quoi faire et déterminer quand le faire. Ça, c'est une cadence de road mapping. Comment, à l'échelle de chaque trimestre, on arrive à apporter de la valeur tout en s'appuyant sur un plan à 5 ans qui est en gros notre boussole pour notre vision. Et cette roadmap, elle sert 3 objectifs. D'abord, je l'ai dit, évaluer tous vos besoins. Dès que vous parlez à quelqu'un chez Batch, ces besoins sont captés, sont évalués. Et ça, c'est essentiel parce que c'est ce que vous avez besoin d'utiliser en gros maintenant. La deuxième chose, c'est d'anticiper les évolutions du marché. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. On a parlé d'email tout à l'heure qui a beaucoup évolué. Apple et Google sortent des nouveautés un peu tous les ans. Comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir garder de la bandwidth, de la place dans notre roadmap pour ces évolutions qui arrivent un peu tout le temps, pour être sûr que le produit de demain que vous allez utiliser soit aussi le bon. Et puis enfin, on doit faire des arbitrages, parce que nous-mêmes, on a des ressources à arbitrer. On ne doit pas tout faire, et donc on doit s'assurer effectivement de se dire, si on est convaincu qu'on peut amener de la valeur, on va le développer nous-mêmes, et sinon, on va plutôt intégrer les meilleures technologies du marché. Et ça nous arrive de le faire quand on pense qu'il n'y a pas de valeur ajoutée particulière à faire là-dessus. 2024, c'est 85 fonctionnalités qui sont sorties, certaines majeures, d'autres des améliorations de produits, participent encore à ce travail d'autonomie. C'est un peu plus que l'année dernière, parce que c'était 68 en 2023. On a reçu 690 feedbacks, c'est 3 tous les jours. Ils viennent de plein de sources, je l'ai dit, ça peut être sur le support, ça peut être des cahiers des charges dans vos appels d'offres, ça peut être juste des rendez-vous. Merci de nous remonter tous ces feedbacks. Plus que jamais, je vous le redirai, continuez à nous remonter du feedback, c'est essentiel pour co-construire ce produit, ça ne fonctionne que comme ça. Ce moteur a besoin d'essence. Ils sont tous évalués, c'est un peu l'engagement que je prends en tant que CPO de cette entreprise. Et enfin, je le disais, tous ces feedbacks, ils tournent autour de 487 features que vous nous demandez. Donc évidemment, je l'ai dit, on ne peut pas tout construire. Parfois, on arrive à les réduire en une seule feature qui couvre pas mal de besoins.